Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre deuxième vidéo ici du programme de physique semi-terminale, année 2023-2024. Donc, dans la première vidéo, je pense qu'on avait commencé le premier chapitre de la physique, éléments de la cinématique, ce chapitre-là. Ok? Donc, avant de continuer, toujours sur le même chapitre, le chapitre n'est pas fini. Je vais faire juste un rappel de ce qu'on a fait la fois passée avant de continuer. Donc, dans la dernière vidéo, dans la première vidéo, voici les points qu'on avait couverts, du premier point jusqu'au quatrième point. OK? Vecteur vitesse, on a vu ça. Vecteur accélération, utilisation des repères de freinés et mouvement uniforme retardé et accéléré. OK? Donc, je vais rappeler ces points-là avant de continuer aux autres points. Donc, vecteur vitesse, on avait dit que c'est dérivé du vecteur position. Donc, à cause de ça, j'avais fait rappel de quoi on appelle dérivé. Donc, dérivé par rapport à x. J'avais donné des exemples ici, des dérivés. Si vous avez x carré, la dérivée, ça fait 2x. D'abord, une constante, sa dérivée, ça fait 0. Et dérivée de ax plus b, ça fait a, parce que ça fait dérivée de ax plus dérivée de b. Comme b est une constante, sa dérivée est nulle, comme ce qu'on a dit ici. Une constante, sa dérivée est nulle. Donc, ax, sa dérivée, ça fait x, ça fait a tout court. Dérivée de x, ça fait 1. Dérivé de racine de x, ça fait 1 sur 2 racine de x. Dérivé de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Dérivé de sinus de x, ça fait cosinus de x. Dérivé de cosinus de x, ça fait moins sinus de x. Donc, je fais ça avec x pour permettre aux gens de bien comprendre. Parce qu'il y a d'autres, si ce n'est pas x, ils ne comprennent pas. Maintenant, comme on est en physique ici, cinématique, au lieu de x, notre variable sera le temps. Donc, au lieu de x, il faut juste remplacer les x là par temps. Et vous allez avoir vos dérivés ici. Et là, je pense que c'est des fonctions, dérivées des sommes de fonctions, multiplication et autres. OK? Donc, le premier point qu'on avait vu, à part rappel là, c'est comment obtenir vecteur vitesse. Et on avait dit, vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et la formule est là. OK? Donc, on avait donné une autre expression une autre formule du vecteur vitesse qui est là. Et on avait parlé du vecteur vitesse dans un mouvement tridimension, c'est-à-dire x, y, z. Donc, si vous voulez avoir vitesse dans un repère O, I, J, K, vous devez avoir les composantes, vous voulez avoir les composantes du vecteur vitesse, c'est-à-dire vecteur vitesse sur l'axe X, vecteur vitesse l'axe Y, vecteur vitesse l'axe Z. Donc, il faudra dériver les composantes vecteur position sur chacune de ces axes. Donc, c'est ce qu'on avait fait ici. Vx, c'est d de x sur d de t. Donc, vitesse, composant de vitesse sur l'axe x, a fait dériver de la composante du vecteur position par rapport au temps. Composant du vecteur vitesse sur l'axe y, ce composante, c'est dérivé par rapport au temps de la composante du vecteur position. Et le composante sur l'axe z du vecteur vitesse, c'est dérivé par rapport au temps de la composante du vecteur position. Et vous avez maintenant les trois coordonnées. Avec ça, vous allez avoir les trois coordonnées du vecteur vitesse. Et la norme du vecteur vitesse, on a donné par cette formule encadrée en rouge ici, à droite, en bas ici. Okay? Après ça, on a parlé de vecteur accélération. On a dit que vecteur accélération, donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et comme le vecteur vitesse lui-même étant dérivé du vecteur position, donc vecteur accélération, c'est la double dérivée du vecteur position, ce qui est là. Voilà. Et on a donné aussi, donc pour avoir les composantes du vecteur accélération aussi, dans un mouvement
3 dimensions, faudra dériver les composantes vecteurs et vitesse ou faire double dérivée du composant de vecteur position. Voilà. Et ça, c'est la formule de la norme du vecteur accélération. Après ça, je pense qu'on a parlé des repères de freinés. Ça, c'est les repères qui se déplacent avec l'objet étudié en même temps. Donc, deux composantes. La composante tangentielle et les repères de freinés, je veux dire. Donc, vecteur unitaire de U qui est tangent au mouvement et le vecteur normal qui est toujours normal au déplacement. Voilà. Et on a décomposé le vecteur accélération dans ces repères de freinés là. Donc, le vecteur accélération aura deux composantes. Vecteur accélération tangentielle, AT, okay, et vecteur accélération normale, AN. Donc, AT est donné par cette formule dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et AN, ça fait V carré sur R. R ici étant rayon de courbure de la trajectoire. Et on avait parlé de ces trois composantes, les trois caractéristiques du vecteur accélération là, l'accélération tangentielle, l'accélération normale et la courbure, le rayon de courbure qui est R là, la courbure qui est donnée par ces rho là et les rayons de la trajectoire, rayon de courbure de la trajectoire qui est R ici. Donc 1 sur R donne la courbure. Donc on avait dit que quand la courbure est nulle là, c'est-à-dire R est trop grand, si R tend vers l'infini, c'est-à-dire que ça va être 0, c'est-à-dire la courbure sera nulle. En ce moment, on aura une trajectoire rectiligne. Okay? Donc, pour une trajectoire circulaire, c'est-à-dire sous forme de cercle, la courbure là est constante, c'est-à-dire le rayon est constant. Voilà. Et après ça, on avait parlé de mouvement uniforme, mouvement retardé, mouvement accéléré. On avait dit que un mouvement est accéléré si le produit scalaire du vecteur vitesse et vecteur accélération est positif. Le mouvement est retardé si le produit scalaire des deux vecteurs est négatif. Et si le produit scalaire est nul, alors le mouvement est uniforme. Voilà. Donc, je pense qu'on s'était arrêté là dans la première vidéo dernièrement. Donc, aujourd'hui, on va continuer et avec... Donc, on a fait la fois passée jusqu'au point numéro 4. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le point numéro 5. Et ça sera la fin de la première partie, c'est-à-dire éléments de la cinématique. Et on va en même temps attaquer et terminer la deuxième partie du chapitre qui est loi de Newton. Peut-être faire un exercice d'application. OK? Donc, la cinquième partie est sous-point de la première partie. Le cinquième sous-point de la première partie. Exemple de mouvement. Donc, il y a plusieurs types de mouvements. On va voir. Donc, pour bien aborder cette partie-là, je remets un peu ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Vecteur vitesse, dérivé par rapport au temps du vecteur position. OK? Vecteur accélération, dérivé du vecteur vitesse par rapport au temps. OK? Et ici, je rappelle ici ce qu'on appelle des dérivés. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait juste remplacer les x par les t et vous êtes servi. OK? Le premier type de mouvement qu'on va étudier, c'est le mouvement rectiligne uniforme.
Qu'est-ce que signifie mouvement rectiligne uniforme? Donc, nous allons considérer un mobile qui est en mouvement. Ce mobile-là démarre avec une vitesse qu'on va appeler ici V0. OK? Et cette vitesse-là avec laquelle le mobile a démarré, cette vitesse reste constante tout au long du trajet. C'est en ce moment qu'on parle de mouvement uniforme. Maintenant, mouvement rectiligne, là, c'est quand la trajectoire, la route que le mobile, le véhicule suit, là, est une ligne droite. Donc, quand ces deux conditions sont réunies, la route, la trajectoire est une ligne droite, ou bien la trajectoire est droite, et la vitesse est constante, on parle de mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne parce que c'est tout droit, uniforme parce que la vitesse ne change pas. Voilà, vitesse reste constante. Donc, VT, si vous voulez, vous pouvez écrire VT ici, c'est-à-dire V à tout instant T donné, égale à V0, c'est-à-dire vitesse initiale, V0. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant initial T, à l'instant T0, si le mobile M, si M est sur l'axe OX, c'est-à-dire on suppose qu'il y a trois axes, OX, OY, puis OZ. OK? Donc, si le mobile se situe sur l'axe OX à une distance X0 de l'origine, X0, c'est la position du mobile à l'instant T0. Donc, en ce moment, le mouvement va se passer uniquement sur l'axe OX. On est d'accord? Puisqu'on a dit mouvement rectiligne, il ne va pas aller zigzaguer. De ce fait-là, donc, X et Y sont constantes. C'est surtout X, Y qui est chose, qui est nul si c'est mouvement. Bon, je vous mets un schéma pour mieux expliquer ce truc. Voici l'axe ici. Ici, là, il y a une erreur, mais je suis paresseux pour corriger ça. Je ne vais pas arrêter la vidéo pour corriger ça. No time, hein. Je prends un axe comme ça. Ça, c'est l'axe. Voici l'origine O. Voilà, l'axe OX. Donc, supposons que le mobile est là. À t égale à 0, à temps égal à l'instant, à l'initial, le mobile est là. T égale à 0. Donc, M0, c'est-à-dire la position du mobile à l'initial. La position initiale étant X0. OK? X0 là, la position étant là à l'initial, la position va changer au cours du temps. Donc, le mobile va suivre cette droite-là, tout droit, avec une vitesse constante. OK? Vous voyez que la vitesse, à tout point donné, la vitesse V0, c'est la même vitesse qu'ici. Donc, le mobile étant ayant démarré ici, même le mobile ayant démarré à t égale à 0, même à un instant t donné, la vitesse reste toujours V0. C'est la même chose. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce que vous devez retenir. La position, si on vous dit donner l'abscisse du mobile à l'état initial, à l'instant initial, donc la position est là. Par rapport à 0, par exemple, supposons que ça c'est moins 2. Parce que l'origine est là. Et le sens du mouvement, vous voyez la flèche ici. Donc, ça veut dire que le point à l'origine, c'est négatif. Hein? Donc, c'est ça le X0 là. C'est de ça on parle ici, X0. OK? Voilà. Donc, position initiale, X0. Maintenant, si vous voulez un X donné
par rapport au temps, puisque la position va changer au cours du temps. Comment vous devez faire? Voici comment vous devez faire. X à t donné égale à V0 t plus X0. Voici le secret du mouvement rectiligne uniforme. Le X0 là, c'est le même qui est là, c'est-à-dire la position initiale, là où il était initialement là. OK? Plus vitesse fois temps. T ici, c'est le temps. Normalement, d'habitude, quand vous voulez calculer distance de quelque chose, distance parcourue par un mobile, par exemple, par votre voiture, la distance que vous avez parcourue, vous faites la vitesse multipliée par le temps, non? Ou bien, c'est la même chose qui V0 fois temps. Seulement la vitesse ici, elle est constante parce qu'on a dit ici V égale à V0. Donc, au lieu d'écrire V, on peut écrire V0, il n'y a pas de problème. Donc, V0 fois T, vitesse fois temps. Sauf que ici, ce n'est pas la distance que vous voulez calculer. Vous voulez calculer la position, l'abscisse, c'est-à-dire les coordonnées du véhicule. Là. Donc, il faudra dire que, ah, j'ai fait cette distance, mais j'étais à quelle coordonnée? À quelle abscisse, à quelle position? Donc, vous devez ajouter cette position-là. On est d'accord? Donc, c'est cette position-là qui est là. D'ailleurs, si vous voulez savoir la distance que vous avez parcourue, vous faites la position, la nouvelle position, moins l'ancienne position. C'est-à-dire, si vous faites V0 plus T plus X, ça c'est la nouvelle position. À l'instant T est donné. À n'importe quel instant, vous remplacez, si T égale à 1 heure, remplacez le T là par 1 heure. Mais bien sûr, vous convertissez en secondes. Si T égale à 2 heures, vous remplacez T par 2 heures. Donc, ça va vous permettre de vous donner la position à chaque instant donné. Si vous voulez la position à 1 heure, vous allez avoir. Si vous voulez la position à 2 heures, vous allez avoir. OK? Donc, il faut retenir ça. X de t égale à V0t plus X0. Si vous n'avez rien compris comme explication là, depuis qu'on a commencé là, ça, il faut retenir. Pour un mouvement rectiligne uniforme, le X de t égale à V0t plus X0. Si vous voulez, allez-y en Chine, ça reste pareil. OK? Maintenant, vous voyez que ça, c'est quoi? La position, non? Et si vous voulez maintenant la vitesse, comment vous allez faire? On vous a dit que vitesse égale à dérivée de la position par rapport au temps. Maintenant, si vous voulez ici, quelle sera la dérivée de cette position-là? Attention, il ne faut pas voir x0 ici et puis vous croyez que c'est x. Hein? C'est une constante. Donc, pour dériver la position ici, parce que nous voulons avoir la vitesse. OK? Nous voulons avoir la vitesse. Donc, on vous a dit que pour avoir vitesse, il faut dériver la position. Donc, il faut dériver x pour avoir v. Dérivé de v0t, ça va donner quoi? Regardez ça là. C'est la même chose que ce qui est là. Ax plus b. Sauf que ici, au lieu de x, nous, on a t. Parce que là, c'est dérivé par rapport à x qu'on a fait. Mais ici, nous, on a besoin de dériver par rapport au temps. Donc, pour ce faire, si vous voulez remplacer le x là par t, si vous remplacez x par t, donc vous allez avoir quoi? La dérivée va donner quoi? Le a. Le a ici, ça sera notre v0 ici. Donc, tout ça pour dire que la dérivée de ça là, dérivée de v0t plus x là, comme plus x0, comme x0 est une constante, sa dérivée, ça va faire 0, on progresse. Maintenant, v0t dérivé par rapport à temps, ça va donner égal à v0.
Donc, ce qui veut dire que vitesse égale à V0. C'est-à-dire Vt égale à V0. Ce qui prouve encore que la vitesse reste la même. Et pour l'accélération maintenant, comme la vitesse est constante, dérivée d'une constante égale à 0. C'est ce qui est dit ici. Quand la fonction, si c'est une constante, donc la dérivée, ça fait 0. C'est ce qui veut dire que on a ici, on vérifie facilement que A, l'accélération est nulle. Puisqu'on vous a dit que l'accélération, c'est dérivée de vitesse par rapport au temps. Comme vitesse est constante, et dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, l'accélération est nulle. Donc, c'est ce que je dis ici. Je répète encore. Dérivée, vitesse égale à dérivée de la position par rapport au temps. Ce qui donne que vitesse par rapport au temps, c'est dérivé de ça là. Si vous dérivez ça par rapport au temps, dérivé, est-ce qu'il y a t ici? Donc, c'est une constante, ça veut dire que lui là, sa dérivée, c'est 0. Le x0 là, sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. Le v0t, si vous dérivez ça par rapport au temps, ça va vous donner v0 tout court. Ça ressemble à ce cas ici. Le ax dérivé par rapport à x, ça donne a. Le v0t dérivé par rapport à t, ça fait v0. Donc, vitesse par rapport au vitesse instantanée, vitesse en fonction de temps, égale à v0. C'est une constante. Donc, la vitesse est constante. Et l'accélération étant dérivée de la vitesse, dérivée d'une constante, parce que la vitesse est constante, égale à 0. L'accélération est nulle. Ça va? On peut progresser? Donc, vous devez retenir quelque chose. Quand vous entendez mouvement rectiligne uniforme, première chose que vous devez retenir, c'est que le mouvement se passe sur une droite, tout droit, et la vitesse est constante. Donc, pour un mouvement rectiligne uniforme, x de t, c'est-à-dire la position à un instant t donné, égale à v0t plus x0. x0 étant la position initiale. C'est clair? Vitesse est constante, l'accélération est nulle. Voici ce qui caractérise un mouvement rectiligne uniforme. Je pense que c'est compris. Donc, on peut progresser, OK? Next. On va parler maintenant d'un mouvement en deuxième position. Un mouvement rectiligne uniformément varié. Le mouvement est rectiligne toujours, c'est-à-dire ça se passe sur une ligne droite, mais ce n'est plus mouvement uniforme. C'est-à-dire que la vitesse n'est plus constante. Donc, on dit ici, un mobile est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, ici, on peut essayer d'aller vite, j'espère. Mouvement rectiligne uniforme varié, si sa trajectoire est une droite, parce que c'est rectiligne, et le vecteur accélération reste constant. Ici, ce n'est pas la vitesse qui est constante, mais c'est l'accélération qui est constante. OK? On n'a pas dit que la vitesse est constante, c'est l'accélération qui est constante. Donc, là, si vous avez les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0, la vitesse initiale, on va dire que c'est v0, la position initiale, on va dire que c'est x0, et l'accélération initiale, on va dire que c'est a, ou bien si vous voulez, a0. De toute façon, elle est constante. OK? Donc, les coordonnées sur y et bz sont constantes et nulles. En réalité, précédemment aussi, c'est ce qu'on devait dire. Mais c'était écrit x et y. Je n'ai pas voulu corriger. Bon, on s'en fout, hein. On y va. Donc, voici, là, ce qu'on a maintenant. L'origine du repère est là. À l'initiale, à t égale à 0, on a m0, on a x0 et on a v0. OK?
Et à un instant t donné, nous avons ici une nouvelle vitesse. Cette fois-ci, cette vitesse à l'instant t n'est pas égale à la même que vitesse initiale. Voilà. Et une nouvelle position. Mais par contre, l'accélération A reste la même chose, reste la même. Donc, dans ce cas, on vous dit, voici comment vous trouvez la position. C'est une intégration qu'on a fait pour faire ici, mais cette année-là, je n'ai pas voulu traumatiser les gens avec intégration et tout ça. Retenez seulement que quand il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est-à-dire mouvement là, n'est pas constante, la vitesse n'est pas constante. Voici comment vous obtenez la position. 1 demi de A étant l'accélération, T au carré, plus V0T, plus X0. Regardez un peu. Qu'est-ce qui a changé? C'est cette partie-là qui s'est ajoutée. Je retourne un peu en haut pour vous montrer la différence. Pour le mouvement rectiligne uniforme, on avait seulement V0T plus X0. Je retourne pour vous montrer. OK? Voici ce qu'on avait. V0T plus X0. Ça, c'est mouvement rectiligne. Et uniforme. Il y a uniforme là qu'il faut retenir ici. Maintenant, on retourne là où on était. Voici. Là, c'est mouvement rectiligne uniformément varié. Ce n'est pas uniforme, mais c'est uniformément varié. Ça veut dire que le mouvement varie, mais ça varie de façon uniforme. Donc, en ce moment, on vous dit que pour avoir le X là, ce qu'on avait pour le mouvement uniforme là, on ajoute cette partie-là là-bas. 1 demi de AT au carré. OK? Donc, maintenant, ça, c'est position. Pour avoir la vitesse, qu'est-ce que vous devez faire? On vous a dit que pour avoir la vitesse, il faut dériver la position, non? Ou bien, il faut dériver la position pour avoir la vitesse. Donc, nous, on va dériver ce qui est là, là. Nous, on va dériver ça. Donc, si vous voulez, on va dériver morceau par morceau. On dérive ça d'abord. Après, on dérive ça. Et après, on dérive ça. Ou bien, on fait inversement. Si vous dérivez ça, x0 par rapport au temps, x0, c'est une constante. Donc, dériver les constantes, ça fait 0. C'est ce qui est écrit ici. OK? Ça fait 0. Donc, lui, sa dérivée va donner 0. Maintenant, V0T. Si on dérive ça par rapport à temps, ça va donner quoi? Ça va donner V0. Ça, c'est ce qu'on a fait récemment. C'est comme l'exemple qui est là, hein, ici. Le B, là, sa dérivée, ça fait 0. Les AX, dérivé par rapport à X, vous voyez qu'il y a une constante et puis il y a une variable. La variable, c'est X. Donc, dérivé de ça, là, ça va donner seulement A. C'est le même scénario ici. Il y a une constante ici qui est V0 et il y a la variable ici qui est T. Donc, dérivé de ça par rapport à T, ça va être V0 uniquement. Donc, le T disparaît. La même chose ici que la variable a disparu, la X a disparu ici. Là. Pour dériver V0T, ça va donner V0 tout court. Maintenant, pour dériver ça, 1 demi de AT au carré. 1 demi de AT au carré. Qu'est-ce que regardez ici, là. Quand on a X au carré, dérivé de X au carré, ça donne quoi? Ça fait DX. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est comme si la puissance, là, qui était là, là, est descendue. Et ici, là, en réalité, c'est pas puissance 0, hein. C'est comme si c'était la puissance avait diminué de 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était x à la puissance 1. Mais qu'on n'a pas mis la puissance 1 là, ici. Donc, si vous avez 2x, si vous avez x au carré, la dérivée, ça fait 2x. Donc, ici,
nous, on va, c'est-à-dire les constantes là, constantes qui sont devant les t au carré là, on laisse ça comme ça. 1,5 de A, on laisse ça comme ça. Maintenant, les t au carré là, c'est ça notre affaire. Vous voyez que t au carré là, c'est la même chose que les x au carré là, c'est même à peu près la même chose. Donc, on nous dit que dérivé de x au carré, ça fait 2x. Donc, la même façon, dérivé de t au carré là, ça fait dt. Ça fait d fois t. OK? Voilà. Donc, c'est d qui va descendre là, va multiplier les 1,5 ici, et du coup, le 1,5 là va partir. Donc, on aura tout simplement peut-être AT. Donc, voici ce que vous allez avoir comme vitesse. Je recommence encore. Le x0 étant une constante, sa dérivée, ça fait 0. Donc, il ne va pas faire grand-chose au niveau de la vitesse. OK? On dérive toujours. Dérivé de V0t, comme je l'ai expliqué, V0t, dérivé par rapport à t, ça fait V0 tout court. C'est semblable à ce qui est ici là. Dérivé de AX donne X. Donne A, pardon. Dérivé de AX donne A. Donc, dérivé de V0t par rapport à t, donne V0. Et là, dérivé de t au carré, c'est semblable à ça. X au carré, dérivé de x au carré par rapport à x, ça fait 2x. Donc, dérivé de t au carré aussi par rapport à t, ça va faire dt. Maintenant, le d qui va venir là, va multiplier les 1,5 ici là. C'est comme si c'était d multiplié par 1,5. Donc, les d là vont se simplifier. Donc, du coup, vous allez avoir AT. C'est le AT qui est là. OK? Si vous pouvez aussi retenir ça et ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller chercher l'accélération, si vous voulez. Donc, accélération, ça fait dérivée de vitesse. Donc, vitesse, là, on va dériver. V0 étant une constante, dérivée d'une constante, ça fait 0. AT, dérivé par rapport à temps, ça va faire A. Donc, ça, là, c'est semblable à ce qui est là, là. AX plus B. Si vous dérivez ça, ça donne A tout simplement. Donc, le B dérivé, ça fait 0. Le AX dérivé, ça fait A. Donc, c'est pareil ici. Le V0 dérivé, ça fait 0. Le AT dérivé, ça fait A. Donc, ce qui veut dire que accélération, ça va être accélération lui-même. Pour dire que l'accélération par rapport à temps, c'est constant. Et on vous donne quelque chose, une formule magique qui va vous permettre de calculer la distance parcourue. C'est une relation entre la vitesse, c'est-à-dire vitesse initiale et vitesse à un temps donné, et la distance parcourue, et l'accélération aussi. On vous dit que V au carré moins V0 au carré égale à D fois l'accélération multipliée par la distance. Donc, dans ça, là, vous pouvez tirer la distance parcourue D. On est d'accord? On est d'accord? Si vous voulez calculer la distance, vous pouvez aisément tirer la distance ici. Vous avez l'accélération, vous avez vitesse initiale V0, vous avez la vitesse à l'instant T. Donc, si vous voulez savoir la distance parcourue à l'instant T, donc vous pouvez utiliser cette formule-là. Très pratique, très facile. Donc, il ne faut pas oublier aussi que D là, ça fait X à l'instant T moins X0 aussi. Distance parcourue. C'est la même chose, c'est la même distance que là. X moins X0. Ça aussi, c'est une distance. C'est-à-dire position actuelle moins la position précédente. Vous avez la distance parcourue. Donc, ça, c'est la formule de la distance. Ça aussi, c'est la formule de la distance. Cette formule aussi est intéressante parce que avec cette formule, vous, si vous avez
la position à un instant T, vous pouvez tirer la position initiale si vous avez la distance. Si vous avez la distance, vous pouvez tirer x0 ici. OK? Ou inversement. Voilà. Donc, retenez toutes ces formules-là. Quand il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié, varié, ça veut dire ça peut être accéléré comme ça peut être retardé. Accéléré, ça veut dire que l'accélération sera positive. C'est une accélération. Ou décéléré, c'est-à-dire l'accélération est négative. En ce moment, la vitesse diminue. Voilà. Tout va dépendre du signe de A. On va parler maintenant des mouvements circulaires et uniformes. Mouvement circulaire et uniforme. Circulaire, là, vous voyez déjà que c'est un cercle. Non? Uniforme, ça veut dire aussi constant. La vitesse tangentielle là est constante. Donc, on vous dit ici, mouvement est dit circulaire uniforme lorsque la trajectoire est une portion du cercle décrite à une vitesse constante. Trajectoire est une portion du cercle ou un cercle. OK? Donc, on remarque que l'accélération est réduite à la normale. Mouvement à accélération centripète. Donc, voici un peu ce qu'est l'illustration de la chose. Donc, vous avez le véhicule qui va suivre ce cercle. Le mouvement sera comme ça. Un cercle. Et vous voyez, le mouvement sera un cercle comme ça. Donc, ce cercle-là, si on voit la vitesse, voici la vitesse. Tangente au cercle. C'est comme votre référentiel des freinés là. Vous vous rappelez? Et on avait les repères avaient des vecteurs unitaires. Le vecteur tangent, le vecteur normal à la trajectoire. Donc ici, on a une accélération qui est normale à la trajectoire. OK? Cette accélération-là, c'est ça qu'on appelle accélération centripète. C'est-à-dire, c'est dirigé vers le centre du cercle, vers le centre du mouvement. Donc, on vous dit qu'ici, parce que vous vous rappelez, accélération normale et puis accélération tangentielle dans les repères de freinés là. C'est avec ça qu'on a terminé la fois passée. Et j'ai même rappelé ça au début de cette vidéo. Donc, accélération tangentielle et accélération normale. Seulement ici, l'accélération tangentielle là sera nulle. Donc, c'est la même chose que dans les repères de freinés. On a une accélération tangentielle, une accélération normale. OK? Seulement ici, comme la vitesse est constante, vous vous rappelez de ces deux formules qu'on a données précédemment dans les repères de freinés là. On avait donné ces deux formules. La formule pour l'accélération tangentielle, OK? Et la formule pour l'accélération normale. Et comme dans ce cas ici, la vitesse est constante, cette vitesse tangentielle là est constante, donc l'accélération tangentielle là est nulle. Parce que c'est l'accélération tangentielle, ça fait dériver de la vitesse par rapport au temps. Alors que la vitesse est constante. Dériver d'une constante, c'est zéro. C'est nul. OK? Maintenant, l'accélération normale sera égale à V0 et V au carré sur R. Donc, ça sera l'accélération, la seule composante de l'accélération qui va exister. Voici pourquoi ici, on a accélération ici, A ici, l'accélération centripète. Voilà, elle est constante, égale à V carré
sur R. Ça, c'est la composante. Ça, c'est juste le vecteur unitaire. OK? Donc, quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, retenez que l'accélération tangentielle là est nulle et l'accélération normale est donnée par cette formule. C'est la même forme, les deux formules là, c'est les mêmes que dans les repères de Freinet là, qu'on a vu la fois passée. Donc, du coup, on vous dit que dans un mouvement circulaire là, uniforme, l'accélération égale à l'accélération normale, parce que l'accélération tangentielle là est nulle. Normalement, c'est la somme des deux. Mais comme l'autre est nul, donc ça fait l'accélération normale tout simplement. Et ça, c'est égal à oméga carré multiplié par R. Donc, ce qui veut dire que l'accélération égale à oméga carré R, tout simplement. Et oméga là, c'est ça qui est là. Et on a juste exprimé oméga là. Oméga, ça fait vitesse fois R. Vitesse divisée par R. Si ça, c'est la vitesse angulaire du mouvement et qui s'exprime quoi en radians par seconde. C'est-à-dire, c'est quel angle le mouvement va balayer. Supposons qu'on a une ligne comme ça, vous tracez une ligne comme ça, et le véhicule circule comme ça. Donc, d'un point ici à un autre point, quel est l'angle balayé par le mouvement du mobile? Donc, oméga égale à V sur R, c'est la vitesse angulaire du mouvement en radians par seconde. OK? On vous donne F ici, qui est la fréquence. La fréquence du mouvement, c'est-à-dire combien de... Si la fréquence est élevée ou pas. Combien de tours. OK? Ça va faire le nombre de tours, la fréquence. Donc, la fréquence F là, on vous dit que ça fait V divisé par D pi R. Donc, cette fréquence, elle s'exprime en Hertz. Donc, s'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme, voici ce que vous devez retenir. OK? Si tout retenez, accélération égale à oméga carré fois R, oméga lui-même qui est égal à V divisé par R. Et la fréquence, ça fait V divisé par D pi R. OK? Donc, pour la première partie du chapitre, je pense que c'est tout. Et les points qu'on vient de voir, c'est-à-dire les différents types de mouvements, on va essayer de rappeler ça. On a vu mouvement rectiligne uniforme. Là, ce qu'on vous demande de retenir, c'est que si le mouvement est rectiligne uniforme, ça se passe sur une droite. C'est tout droit. Et la vitesse est constante. En ce moment, le X, la position à un instant t donné, c'est-à-dire X de t, on vous a déjà dit que ça fait V0t X0. V0 étant la vitesse initiale, qui est la vitesse constante là, plus X0 qui étant la position initiale. Et en ce moment, la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Voici ce que vous devez retenir d'un mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est le premier type de mouvement. Deuxième type de mouvement, mouvement rectiligne uniformément varié. Ce mouvement-là, la vitesse n'est pas constante. La vitesse varie de façon uniforme. La vitesse varie, mais pas une variation au hasard. Donc, c'est toujours une droite. Le mouvement se passe sur une droite, c'est-à-dire la trajectoire est droite. Mais la vitesse n'est pas constante. Par contre, l'accélération, elle n'est pas nulle.
mais elle est constante. Contrairement au mouvement uniforme, là, où l'accélération était nulle, mouvement uniformément varié, l'accélération n'est pas nulle, mais elle est constante. Donc, on vous dit qu'en ce moment, de x de t, x à un moment donné, ça fait 1 demi. 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. OK? Et v, en fonction du temps, la vitesse instantanée, ça sera donc dérivé de cette position-là, ce qui veut dire at plus v0. Et l'accélération reste elle-même, elle ne change pas. Voici ce qui s'agit mouvement uniformément varié. Donc, si l'accélération est positive, ça sera un mouvement accéléré. Si l'accélération est négative, c'est-à-dire ça sera un mouvement retardé, décéléré, si vous voulez. Et le troisième type de mouvement, c'est le mouvement circulaire. Ça, c'est ce que vous avez dit ici en face de vous. Donc là, ce qu'on vous demande de retenir, la trajectoire est un cercle ou en tout cas une portion de cercle. Et la vitesse est constante. L'accélération tangentielle, elle est nulle. Ce qui fait que l'accélération se réduit et sera réduite seulement à une accélération normale. Et cette accélération normale est égale à oméga carré R. Oméga carré multiplié par R. Voici ce qui est déjà là. Là, vous n'avez pas besoin des choses, ça est juste devant vous. Et oméga, ça fait V sur R, vitesse sur les rayons. OK? V, là, c'est vitesse, hein. R, c'est rayon. Hein. J'espère que ça, c'est clair. La fréquence, ça fait vitesse divisé par 2pi R. Voilà. Donc, je pense que la première partie du chapitre est élément de cinématique. Ça, élément de cinématique, ça, c'est fini. On va attaquer la deuxième partie qui est loi du mouvement de Newton. OK? Voilà. Deuxième partie, loi de Newton. Première loi, on attaque en même temps. La première loi, c'est le principe d'inertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Principe d'inertie. Donc, on vous dit que il existe des référentiels comme repère référentiel, OK? Ces référentiels-là, on va les appeler référentiels galiléens ou d'inertie. Dans ces référentiels-là, toute particule isolée est soit au repos ou soit animée d'un mouvement rectiligne uniforme. Okay? Toute particule isolée ou pseudo-isolée soit au repos ou animée d'un mouvement uniforme. Dans un référentiel galilien, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé, son centre d'inertie G, ça là, ce qui est entre parenthèses ici là, c'est pour justifier ce qui veut dire isolé ou pseudo-isolé. Parce que isolé là, c'est vraiment difficile quoi. Ça veut dire que quand c'est isolé ou pseudo-isolé, c'est la somme des forces extérieures est nulle. Toutes les forces qui agissent sur le mobile ou l'objet, si on les additionne, ça fait 0. C'est ce qui veut dire isolé ou pseudo-isolé. Donc, quand dans un référentiel galilien, si on a un solide qui est isolé ou pseudo-isolé, son centre d'énergie G là est soit au repos. Si c'est au repos, ça veut dire que c'est initialement immobile. Donc, vitesse de son centre d'énergie G, centre d'énergie G, c'est le même G qui est là. Vitesse de G, VG égale à 0.
soit ce centre d'inertie-là est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors que vous venez juste de voir mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Vg est constante. Vitesse du centre d'inertie là est constante. C'est-à-dire vitesse du centre de gravité est constante. OK? Ah, ça, c'était la première loi, hein? Principe d'inertie. Donc, soit c'est immobile, soit la vitesse est constante. Point barre. Deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique. Donc, pour que quelque chose bouge, dynamique, comme cinématique, mais là, j'ai une autre branche de la physique. Deuxième loi, principe fondamental de la dynamique. Donc, relativement à un référentiel galiléen, on est toujours avec Galilée. Référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à une particule est égale au produit de sa masse et son accélération. C'est-à-dire, si vous additionnez toutes les forces, c'est égal à m fois a, masse multipliée par accélération. Toutes les forces. OK? Toutes les forces additionnées. Voici un peu ce que ça veut dire. Somme des forces que vous allez appliquer égale à m fois a. A, c'est la... Dans un référentiel galiléen encore, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système matériel est égale au produit de sa masse et de l'accélération de son inertie. C'est la même chose. Force extérieure, M, A. OK? Donc, cette relation-là, appelée relation fondamentale de la dynamique, n'est valable que dans un référentiel galiléen. OK? Donc, ça, c'est la deuxième loi. On va passer à la troisième loi maintenant. Ici, là, c'est 3, hein? OK? Bon, deuxième partie, pardon. Et on est à la troisième loi, principe des actions réciproques. La réciprocité, ou bien c'est comment on dit ça? Réciproquement. Réciproque. Donc, principe des actions réciproques, c'est la troisième loi. Donc, on nous dit que lorsqu'un corps A ou bien corps 1 exerce sur un corps D une action mécanique représentée par une force F1 sur A, 1 sur D, c'est-à-dire 1 sur D, okay? Localisable en un point B, le corps D aussi exerce sur le corps 1 une action mécanique représentée par F D sur 1, mais D vers 1 si vous voulez, localisable en un point A. Donc ces deux forces-là ont les mêmes supports, c'est-à-dire la droite AB, et sont de telle sorte que F de 1 sur D est égal à moins F de D sur 1. C'est tout simplement quand je prends ça. Okay? Chaque force tire, chaque main tire. Donc les deux forces sont opposées. Donc si la main droite tire sur la main gauche, les deux forces exercées auront les mêmes supports parce que même droite, mais les deux forces sont opposées. C'est pareil aussi, hein, si vous, au lieu de tirer, vous poussez. Voilà. Donc, action réciproque, c'est-à-dire même valeur. Les forces là auront la même valeur. Et retenez seulement que ces deux forces-là sont des sens opposés, mais ont la même intensité, c'est-à-dire la même valeur. OK? Donc,
En remarque, on vous dit que les principes fondamentaux de la dynamique là s'appliquent aux solides ponctuels, tandis que les théorèmes des centres d'inertie s'appliquent à un système matériel. OK? PFD, il y a d'autres aussi qui disent RFD, relation fondamentale de la dynamique ou principe fondamental de la dynamique. C'est la même chose, hein? Ça s'applique aux solides ponctuels. Voilà. Et théorème du centre d'inertie, ça s'applique au système matériel. Ici, ce qui nous intéresse, troisième loi, c'est ça. OK? Donc, première loi, je retourne en haut pour clore le chapitre là. OK? Première loi, principe d'inertie. La somme, si on est dans un référentiel galiléen, solide isolé ou pseudo isolé, soit il est au repos, soit il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Deuxième loi, somme des forces extérieures égale à MA. Ça, c'est la loi que vous allez utiliser le plus. Donc, F, somme des forces égale à MA. RFD, relation fondamentale de la dynamique. Troisième loi, principe des actions réciproques. Okay? Si un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B va exercer réciproquement une force qui est opposée, mais de même intensité. Voilà, c'est tout. Hein? C'est les trois lois de Newton comme ça. Un petit exercice d'application. Voici un repère orthonormé ici. Les équations paramétriques du mouvement d'un solide ponctuel de masse M égale à 50 grammes. Donc, on vous donne xt égale à moins 2t carré, yt égale à 3t. Donc, là, on dirait que les mobiles se déplacent sur deux directions. C'est pas une direction, c'est pas une dimension, c'est deux dimensions. C'est pas trois dimensions, c'est pas une dimension, c'est deux dimensions. Donc, on a une composante, par exemple, sur l'axe X, une composante sur l'axe Y. Donc, sur l'axe X, on aura ça comme valeur de X. Sur l'axe Y, on aura ça. Donc, on vous dit de déterminer l'équation cartésienne de sa trajectoire, déterminer la résultante des forces exercées extérieures appliquées à ce solide lors du mouvement. Donc, pour répondre à la première question, pour avoir l'équation cartésienne, il suffit de tirer T dans une des équations là et le remplacer dans l'autre. Et là, vous allez avoir X en fonction de Y ou Y en fonction de X, c'est la même chose. Donc, T égale à Y sur 3. Là, on vient de tirer T dans la deuxième équation ici. T égale à Y sur 3. Parce que ça, c'est Y. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas mis le T, mais c'est Y, c'est la même chose. Okay? Si vous voulez, vous pouvez laisser le T là, ici. Donc, T égale à Y divisé par 3. On va remplacer cette valeur de T dans cette première équation. Donc, ça va nous donner quoi? X égale à moins de T là. On remplace par Y sur 3. Donc, Y sur 3 au carré. Donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez diviser les X là par moins D. Donc, vous mettez après la racine carrée. Donc, vous allez avoir Y égale à 3 racine carrée de moins X sur 2. Je pense que ça, tout élève de la terminale peut faire ça. Il suffit juste d'avoir l'idée de tirer Y, de tirer T dans une équation et aller remplacer cette valeur de T dans l'autre. Vous pouvez tirer T ici aussi, hein, si vous êtes fort. Ça marche aussi. Okay? Si vous voulez tirer T ici, T va être égal à quoi? Vous pouvez faire, hein? T va être égal à
moins x sur d et vous mettez racine. D'abord, vous allez tirer t carré. T carré sera égal à moins x sur d parce que ça sera x divisé par moins d. X divisé par moins d, vous allez avoir le t carré. Maintenant, vous mettez racine pour avoir le t. Donc, vous allez avoir racine t égale à racine carré de x sur moins d. Ben, moins d x sur moins x sur d, si vous voulez. C'est la même chose. Et après, vous allez prendre ces t-là remplacé par ici. Vous voyez que ça va donner la même chose. Y sera égal à 3 racine de moins x sur d. Voilà. Deuxième question. Résultante des forces. Les forces extérieures. Donc là, vous allez appliquer relation fondamentale de la dynamique ou principe fondamental de la dynamique. RFT. Donc, on vous dit que somme de forces extérieures égale à MA. OK? Là, ce qu'on nous demande de trouver, c'est la résultante des forces extérieures appliquées au solide. Donc, c'est F. F extérieur, c'est la somme des forces. Là. On nous demande de trouver. Donc, pour cela, il faut avoir M. On a déjà M qui est 50 grammes. Donc, il faudra convertir ça en kilogrammes. Hein. Et il faut aller chercher l'accélération maintenant. OK? Donc, l'accélération, il ne faut pas oublier que l'accélération, on a position ici. Ça, c'est les coordonnées du point M. Donc, il faut dériver la position pour avoir la vitesse et dériver encore une fois pour avoir l'accélération. Voilà. Donc, F, on peut enlever les flèches et puis tout ce qui est autour. Hein. Voilà. F égale à MA. C'est F là on veut. Donc, on va aller chercher accélération. Parce que si on a l'accélération, on peut venir dire que on peut multiplier par les M et on aura notre F tranquillement. Donc, accélération, ça sera quoi? Quand vous voyez les deux points comme ça sur les X, ça veut dire que dérivé, double dérivé. On n'a pas expliqué ça dans le cours, mais là, on vous informe qu'en physique, quand il y a les deux points comme ça veut dire double dérivé. Si c'est un seul point, ça veut dire dérivé. Donc, double dérivé de X là, plus double dérivé de Y au carré. Vous vous rappelez de la norme de vecteur accélération, même norme de vecteur vitesse aussi, c'est comme ça. Ou bien si vous voulez, vous faites la composante sur X, ça sera double dérivé. Donc vous dérivez une première fois et vous dérivez une deuxième fois pour avoir l'accélération. Voilà. Et après, vous dérivez aussi la composante sur Y, slash Y aussi, vous allez avoir votre accélération. Donc là, pour X, vous allez avoir quoi? Dérivé de ça là au carré. T au carré, la dérivée là, on a dit que ça fait dt, non? Donc le d là va multiplier par le d qui est là. Et ça va faire moins 4t. Le moins 4t là. Si vous dérivez, ça va faire moins 4. Donc on aura moins 4 au carré. Mais moins 4 au carré là, c'est la même chose que 4 au carré. Hein. Maintenant ici, si vous dérivez une fois, 3t dérivé, ça va faire 3. Le 3 là, vous dérivez encore. Comme c'est une constante, ça fait 0. Donc voici pourquoi vous avez 0 ici. Donc racine carrée de 4 au carré, ça fait 4 mètres par seconde carré. Donc vous avez l'accélération. Donc il suffit juste de remplacer ici. Vous avez dit que la masse là, pas oublier de convertir en kilogrammes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 0,05 fois 4. Donc vous allez avoir F égale à 0,2 newton. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.